Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Thomas. Je dois dire que c'est pour moi à la fois un grand honneur d'intervenir au Collège de France et puis c'est aussi un plaisir d'amitié, je dirais, parce que nous nous connaissons depuis un certain temps, depuis le siècle dernier, je dirais. Et j'ai été frappé de voir comment nos présentations vont, je l'espère, apparaître comme complémentaires. Et ce n'est pas tout à fait étonnant finalement, puisque depuis que nous nous connaissons, on s'est un peu perdu de vue, mais je pense que chacun de notre côté, nous avons poursuivi nos parcours de chercheurs avec des des finalités, je dirais, probablement très proches. Mais par contre, on a suivi des parcours de recherche différents. Et je pense que ce que je vais vous présenter maintenant illustrera les différentes voies, finalement, de la recherche sur les politiques énergie-environnement et plus généralement, ce qu'on appelle aujourd'hui la décarbonation. Donc, après que Thomas vous ait présenté en particulier la problématique des instruments d'incitation au développement des énergies renouvelables. Moi, je vais essayer de vous montrer comment les travaux de modélisation économique et de scénarisation sur les trajectoires de décarbonation, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie en particulier. On pourrait élargir aux autres gaz à effet de serre, mais en particulier pour l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ces scénarios et quels peuvent être les enseignements pour la construction des politiques technologiques. Donc on est bien sur des problématiques comparables. Simplement, alors que Thomas a posé les problématiques centrales, les fondamentaux de la question des instruments des politiques de développement des technologies bas carbone, comme on dit, moi j'insisterai plutôt, je présenterai plutôt la manière dont ces politiques s'inscrivent dans des travaux de prospective économique. Alors pour construire une typologie de ces travaux, je crois qu'il est important aujourd'hui de souligner le fait que nous allons devoir travailler, je dirais, un peu sur cette matrice qui représente trois paradigmes méthodologiques pour la prospective énergie-économie et quatre échelles de gouvernance. Donc on a à la fois les échelles de gouvernance, vous voyez, c'est sur la colonne de gauche, la dimension internationale, la dimension régionale européenne, la dimension nationale et la dimension sous-nationale, les territoires, les agglomérations urbaines, etc. Et pour ce qui concerne les cadres, les paradigmes méthodologiques, on peut en distinguer trois. Il y en aurait peut-être d'autres, mais pour l'instant, j'en reste à ces trois-là. Il y a tout d'abord tous les travaux qui s'appuient sur ce qu'on appelle les Integrated Assessment Models, donc les modèles d'évaluation intégrés, des modèles économiques qui permettent de projeter dans l'avenir les systèmes énergétiques tels qu'on les connaît aujourd'hui, en prenant en compte les dynamiques démographiques de croissance économique, l'évolution des technologies, l'épuisement relatif des ressources naturelles, etc., etc. Donc ce sont des modèles qui prennent en compte le mieux possible et de la manière la plus complète possible les principales variables, les principales contraintes du développement énergétique. Ensuite, on a des scénarios nationaux de décarbonation. J'en parlerai aussi tout à l'heure. Donc là, c'est plutôt des travaux qui permettent, au niveau d'un pays, de constituer la base, le soubassement des politiques énergétiques et des politiques énergétiques climat-compatibles, si on peut employer ce terme-là. Et puis, enfin, dans la dernière colonne, on a un ensemble d'études, peut-être un peu plus hétéroclites, mais disons différenciées, avec ce qu'on pourrait appeler les études de transition, que ce soit des études de transition au niveau sectoriel, hein, pour certains secteurs, ou des études de transition, par exemple, pour les villes. Vous savez qu'on a en France des plans climat air, énergie territoriaux qui doivent être développés par toutes les communautés de communes. Hein. Et là, c'est encore une échelle qu'il ne faut pas sous-estimer pour travailler. Alors, on va pas. Alors, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que l'avantage des matrices, c'est toujours des instruments. Pour moi, c'est des instruments heuristiques. Je fonctionne vraiment par matrice. Parce que quand on a des cases vides, on peut se poser des questions. Et une fois où je présentais cette matrice devant l'ancien conseiller climat de José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission, il me disait, mais c'est tout à fait significatif, il y a une case ici qui est vide.
et elle ne devrait pas être vide, parce qu'il devrait y avoir au niveau européen en particulier, au-delà des travaux qui sont faits sur les énergies roadmap, enfin il y a beaucoup de travaux qui sont faits au niveau européen, d'ailleurs par des gens que je connais bien, notamment mon collègue Pantalis Kapros à l'Université technique d'Athènes, des travaux de très haut niveau, de la modélisation très pointue et de très bonne qualité, mais une vision politique de ce que pourrait être un scénario intégré de décarbonation pour l'Europe, ça n'existe pas. Donc c'est assez significatif, on pourrait commenter ce point-là. En tout cas, la case vide ici interpelle en quelque sorte. Alors, dans ma présentation, je vais d'abord commencer par explorer les enseignements que l'on peut tirer, ce sera rapide, ce sera un survol, hein, mais de ce qu'on pourrait appeler, alors pour employer un terme un peu cuistre, la communauté épistémique de la modélisation intégrée, alors dont les modèles et scénarios sont utilisés notamment dans les travaux de l'IPCC, dans des consortiums internationaux comme le IAMC, Integrated Assessment Model Consortium, dans des projets européens comme les projets Ampère Advance, je vais m'appuyer un peu sur le projet Ampère, dans des travaux menés par la Commission européenne, d'ailleurs dans ce qui s'appelle le Global Energy and Climate Outlook 2015, qui était préparé avant la COP21. Puis, je ferai un détour par la France, parce qu'il y a eu en France, au moment du débat national sur la transition énergétique, hein, Mediapart avait fait un titre d'article fin 2013 disant « Il vous a sans doute échappé que nous avons eu en France un grand moment de débat démocratique autour de l'énergie » et c'était le débat national sur la transition énergétique début 2013. J'étais au sein du groupe d'experts du débat national, avec Michel Colombier, j'avais travaillé sur les scénarios et ça a été une expérience très intéressante. Donc, comme le disait Mediapart, sans doute pas assez visible aux yeux du grand public, mais c'était quand même une expérience très intéressante de construction dans un processus que je qualifierais de démocratie participative, je vous expliquerai pourquoi après, de trajectoire de décarbonation pour la France. Et ensuite de ça, j'aurai un temps sur un projet international qui s'est développé depuis la fin 2013 et qui est en quelque sorte la transposition au plan international de la démarche qui avait été appliquée dans le débat national. C'est le projet Deep Decarbonization Pathway Studies qui a été lancé fin 2013 conjointement par Laurence Tubiana, qui était alors présidente de l'IDRI et pas encore l'ambassadrice climat du président Hollande, donc Laurence Tubiana en France, et Jeffrey Sachs, un des conseillers économiques de Ban Ki-moon. Donc ça a été lancé à Séoul en 2013, et c'est un projet qui visait précisément à encourager les plus grands pays émetteurs de CO2 énergétique à construire leur propre scénario de décarbonation. C'est là, je crois, où on peut parler au sens fort d'une pragmatique de la scénarisation. C'est-à-dire, vous savez que la pragmatique, hein, en gros, ça se résume par quand dire, c'est faire. Hein, quand dire, c'est faire. Eh bien, ça signifie que, effectivement, le fait de construire des scénarios, ben, c'est certainement la première étape avant de mettre en œuvre et de développer ces scénarios. Et c'est une étape indispensable. Je ne pense pas qu'on puisse engager la transition énergétique ou les trajectoires de décarbonation sans faire auparavant un effort de construction des futurs, en quelque sorte. Certains collègues parlent aussi de la fabrique des futurs. Donc il faut travailler dans la fabrique des futurs. C'est en tout cas mon métier. Et enfin, je ferai un point, mais là plus pour vous donner des coups de projecteur, parce que je pense qu'en termes méthodologiques, on est moins avancé sur ces thèmes-là que sur les autres, mais c'est pour autant extrêmement important développer cette capacité d'analyse des scénarios et des trajectoires de décarbonation au niveau des grandes agglomérations. Il reste ici une case dont je ne parlerai pas, mais j'en dis juste quelques mots ici. Je crois qu'on avait hier une journée sur la prospective à EDF, hein, et c'était très intéressant. Les modèles économiques actuels sont très intéressants. De mon point de vue, il manque cruellement d'une dimension qui est celle, je dirais, ce qu'on pourrait appeler la dimension schumpeterienne de la croissance économique, celle qui résonne en termes de temps long de l'économie, de grandes révolutions industrielles, de clusters technologiques. J'ai le sentiment,
enfin, ce n'est pas partagé par la communauté des économistes, que les modèles économiques actuels souffrent tout de même de l'absence de cette dimension schumpeterienne. Il y a des modèles qui introduisent du progrès technique endogène, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas la même chose. Alors, est-ce que c'est possible d'introduire vraiment Schumpeter dans une vision en croissance longue de la décarbonation? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça vaudrait le coup d'essayer. Bien, donc je n'en dirai pas plus sur ce thème-là. Alors, on va commencer donc 4 temps. 4 temps. Bon, vous savez bien que le problème auquel on est confronté en matière de climat, d'un point de vue global, hein, c'est cette fracture entre les scénarios. Donc ça, c'est emprunté à Shell, hein, qui a toujours beaucoup un grand art de la présentation des scénarios. Hein, c'était dans des scénarios qu'ils avaient fait en 2013, je crois. L'écart, la fracture, hein, c'est vraiment l'image d'une fracture hein, qui n'est pas réduite, entre les scénarios probables si on ne fait rien et les scénarios désirables. Et la grande question à laquelle on s'attelle dans nos travaux de prospective économique sur les transitions, c'est comment essayer de réduire cette fracture. Michel Rocard a une phrase, je ne sais pas si elle est de lui, mais en tout cas je l'ai entendue dans sa bouche, il dit « La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est souhaitable ». Eh bien, on est exactement là. Hein. Le possible aujourd'hui, c'est ça, et le souhaitable, c'est ça. Donc, comment faire en sorte de réduire cette fracture. Alors, pour travailler sur ces sujets, vous avez ici l'image d'une communauté épistémique. Hein. Vous avez là, au niveau européen, à peu près l'essentiel des équipes qui travaillent sur ces questions. Je ne dirais pas l'intégralité des chercheurs, mais disons, c'est un échantillon, disons, bien représentatif de la communauté des modélisateurs énergie-climat en Europe. Hein. Vous voyez que ça concerne une bonne vingtaine d'équipes. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif. C'était un projet Ampère qui s'est développé entre 2013 et 2015, projet dans lequel on a fait plein de choses intéressantes. Et en particulier, dans ce projet, on a utilisé différents outils. Alors ça, c'est un point, je dirais, assez positif. Hein. Moi, j'ai vécu un peu le début de ces travaux de modélisation, au début de ma carrière, et on était vraiment dans la guerre des modèles, certains défendant les modèles d'équilibre général contre les modèles keynésiens, d'autres les modèles sectoriels versus les modèles énergie-économie, et c'était du genre, de toute façon, mon modèle est bien meilleur que le tien, et tes résultats sont absolument nuls, etc. La communauté des économistes modélisateurs a mûri au fil des années et on s'est mis à travailler de plus en plus comme nos collègues des sciences de la nature et du climat, c'est-à-dire qu'on prend les modèles pour ce qu'ils sont, avec leurs avantages respectifs, leurs limites, et en tout cas c'est mon point de vue, moi je suis convaincu qu'on apprend beaucoup plus dans les différences de résultats que l'on peut constater dans les modèles. Pourquoi est-ce que différents modèles donnent-ils des résultats différents qu'en essayant de rechercher le bon modèle avec les bonnes hypothèses et les bons scénarios. En tout cas, je suis convaincu que, en tout cas pour l'instant, aujourd'hui, on est dans cette logique-là. Et donc voilà, je ne commande pas plus avant, hein, mais on a vraiment des modèles de type très très différents. Hein. Le modèle que j'ai développé dans mon laboratoire à Grenoble s'appelle le modèle Paul. Il est aujourd'hui utilisé par la Commission européenne pour ses travaux en interne sur la préparation de la COP21 en particulier, on verra. Mais il y a vraiment des modèles très différents et tout l'art, je dirais, du travail en commun dans cette communauté épistémique, c'est bien on prend des scénarios communs, on harmonise au maximum les hypothèses, et puis après on fait tourner les modèles, et puis on regarde quel est le résultat. Voilà, par exemple, voilà l'exemple. Dans ce projet, il y avait un gros programme, un gros sous-programme sur le diagnostic et la validation des modèles. Et on teste, par exemple, Thomas évoquait l'introduction d'un prix du carbone. Hein. Bien voilà, ça c'est des runs des modèles avec un prix du carbone qui commence à 12,5 ou à 5 ans. Alors ça c'est le scénario dit business as usual. Hein. Pour les économistes, c'est toujours très important d'avoir un scénario de référence ou un scénario repère ou un scénario contrefactuel, ce qui va se produire si on ne fait rien. Et puis là, on a un scénario 12,5 $ par tonne de CO2 en 2000, augmentant à 4% par an. Et là, 50 $ par tonne de CO2, augmentant à 4% par an. Une variante, un scénario au plein pot, 50 $ depuis le début jusqu'à la fin, de 100 $. Et on regarde comment les
les résultats des modèles se positionnent. Vous voyez bien que l'économie n'est pas une science exacte. Hein. Les incertitudes sur les résultats des modèles sont très importantes. Encore une fois, je crois qu'on est au stade où il convient plus de comprendre les résultats que de rechercher vraiment le bon modèle. Alors, que permettent ces exercices? Ces exercices, ils permettent notamment, par exemple, d'analyser les coûts de différentes trajectoires, de réduction des émissions de façon à atteindre le 2 degrés. Hein. Et là, par exemple, ce qu'on avait testé, c'est quels sont les coûts comparés de scénarios de réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre ou des coûts de réduction différés. Hein, on fait du delayed action, c'est-à-dire qu'on attend un peu et puis après on freine un coup sec. Ça, c'est comme lorsque vous conduisez votre voiture. Hein, vous voyez arriver un virage, vous avez deux stratégies. Ou bien vous ralentissez progressivement, vous passez en douceur, ou bien vous allez à plein pot jusqu'au bout, vous donnez un grand coup de frein et vous bifurquez. Vous risquez de déraper. C'est un peu le risque qui se passe ici. Et donc voilà le type d'études que permettent ces grands exercices de modélisation. Ça permet aussi, ça c'est vraiment dans ce programme Pantelis Kapros de l'Université d'Athènes, qui est vraiment le grand modélisateur pour la Commission européenne, pour la DG Énergie de la Commission européenne. Il avait fait un très beau travail parce qu'il arrivait à articuler une véritable stratégie énergie-climat pour l'Europe, y compris en termes de stratégie industrielle. Et ça se déroulait en 4 points. Hein, donc je vais piquer ces idées, mais il m'a donné un droit d'usage illimité sur ses travaux, mais à condition de le citer. Il dit d'abord la décarbonation de l'Union européenne, ça demande des objectifs 2030 très, très sévères. C'est en partie ce qui a donné le 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'INDC européen, hein, dans la contribution nationale européenne pour 2030. Ça, c'est un point extrêmement important parce qu'on va le retrouver après. Il insiste sur le fait que les 3 piliers, en fonction des résultats de son modèle, hein, de la décarbonation, c'est la décarbonation de l'électricité, l'efficacité énergétique et l'électrification des transports. Alors, je ne mettrai pas ça tout à fait dans l'ordre, on a des débats avec Dominique Chauvin sur ces questions-là. Moi, je mettrais quand même premier, efficacité énergétique, deuxième, décarbonation de l'électricité, troisième, électrification des transports, on pourra en discuter au moment des débats. Mais en tout cas, les 3 piliers, c'est, je pense, très important parce qu'on va retrouver ce résultat à partir de méthodologies complètement différentes. Donc ça, c'est tout de même un signe. Pardon. Et enfin, ça c'est la dimension industrielle. Les politiques climatiques créent des opportunités pour certains secteurs européens. Évidemment, il y a d'autres secteurs qui, eux, vont être plutôt fragilisés par les politiques de décarbonation. Donc il faut bien gérer la transition de l'activité économique. Et enfin, dernier point, si les autres régions du monde commencent à avoir des stratégies de décarbonation plus tard, et bien dans ce cas-là, l'Europe pourrait bénéficier de ce qu'on appelle le first mover advantage, hein, l'avantage de celui qui se met en mouvement le premier parce qu'il y aura la maîtrise de la technologie. Prudence avec cet argument, qui est un bon argument sur le fond, mais prudence. Vous savez tous que le photovoltaïque, hein, les Chinois sont partis bon dernier, et à la fin des opérations, c'est eux qui ont ramassé toute la mise sur le développement industriel du photovoltaïque. Donc ça veut dire que partir le premier, c'est pas mal, mais il faut aussi avoir des stratégies industrielles bien adaptées. Alors, ouais, ça, je vais passer. C'est un peu l'histoire de mes recherches. Hein. J'ai commencé à faire des grands scénarios mondiaux un peu avant, mais il y a toute la question devant un parterre de scientifiques, souvent issus des sciences, entre guillemets, dures. La question de la validation des modèles économiques est importante. Alors, on n'a pas pour l'instant, la communauté des économistes ne s'est pas lancée dans des véritables travaux de validation des modèles économiques. Je crois qu'il faudra un jour qu'on fasse ce que font nos collègues du climat, c'est-à-dire des simulations sur le passé de nos modèles économiques. Ça pose un certain nombre de défis à la fois méthodologiques, presque philosophiques,
anecdotique. Hein. Un modèle peut reconstituer l'histoire avec ces événements imprévus, etc. Bon, c'est extrêmement intéressant. Ce que je me suis contenté de faire, j'ai fait ça récemment en fait. J'ai pris mes plus vieilles projections, 2003, 2014, et j'ai positionné par rapport à ça la réalité en 2014. Hein. Et je me suis dit, bah, c'est pas tout à fait c'est pas une validation 100%, mais enfin, c'était quand même pas mal. Hein. Et en plus c'est assez stable. Alors, voilà, quand on regarde aujourd'hui les mêmes scénarios, donc ça, c'est fait en 2010. Je vais m'arrêter sur ce transparent, parce qu'il est important, parce qu'il donne vraiment une idée assez détaillée du défi de la transition énergétique à l'échelle mondiale. Le scénario du laisser-faire, que j'évoquais déjà tout à l'heure, qui nous conduit à 4-5 degrés de plus dès la fin de ce siècle, c'est un scénario dans lequel, en gros, on double la consommation d'énergie en 2050, avec un PIB multiplié par 4. Donc ça veut dire qu'on n'oublie pas quand même les gains d'efficacité énergétique, hein, mais simplement il n'y en a pas beaucoup, ou en tout cas pas suffisamment. Hein. On double la consommation d'énergie. Le pétrole se stabilise parce qu'on n'est pas dans une situation de pic pétrolier, mais dans une situation plutôt de plateau pétrolier. De même ici, on a un plateau gazier qui se déclenche un peu plus tard. Hein. Donc ça, c'est pétrole, gaz, charbon, nucléaire, biomasse et renouvelable. On a une augmentation significative des renouvelables, et en plus, là, elle est largement sous-estimée par le système comptable, parce qu'on comptabilise non pas l'énergie qu'il faudrait brûler dans une centrale thermique pour produire la même quantité d'électricité, on comptabilise vraiment l'électricité, alors que le nucléaire, on comptabilise la chaleur nucléaire. Ce n'est pas bien cohérent, il n'y a aucun système de comptabilité énergétique internationale qui soit vraiment parfaitement cohérent, donc il faut savoir simplement, en gros il faudrait presque multiplier par 3 le volet renouvelable ici, la biomasse, le nucléaire. Mais le principal enseignement de ce diagramme, c'est que, comme vous le voyez, le grand gagnant énergétique, l'énergie qui gagne la compétition en quelque sorte au début dans la première moitié du XXIe siècle, c'est le charbon. L'énergie du XIXe siècle redevient et de la révolution industrielle, redevient la première énergie du XXIe siècle. Et ça, quand on montre ça à nos collègues du climat, ils nous disent que c'est une catastrophe, parce que là, on multiplie par 2 les émissions, alors même qu'il faudrait les diviser par 2 par rapport au niveau actuel en 2050. C'est à peu près ce qui se passe dans ce scénario, qui est un scénario donc du souhaitable, hein, rendre possible ce qui est souhaitable. Et donc là, on voit, premier enseignement, on consomme 20 à 25% de moins d'énergie, on consomme moins de pétrole, un peu moins de gaz naturel. Je ne développe pas parce que le temps passe vite, mais parce que le gaz naturel est relativement moins intensif en CO2 que le pétrole et a fortiori que le charbon. Vous voyez qu'on consomme beaucoup moins de charbon, c'est ça le grand changement, plus de nucléaire. Ça peut se discuter. Hein, est-ce que le nucléaire fait partie des options mobilisables sur grande échelle? Plus de biomasse et plus de renouvelables. Donc voilà comment on peut décrire. Non, alors, qui plus est, là, il manque une flèche sur cette version-là. Comme là, on consomme à peu près autant de fossiles tout de même en 2050 qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut faire aussi beaucoup de capture et séquestration du CO2. Vous savez, cette technologie qui consiste à construire une centrale à charbon ou à gaz, et puis au lieu de laisser le CO2 de la combustion partir dans l'atmosphère, on le récupère, on le met dans des tuyaux et on va le réinjecter dans le sous-sol. A priori, c'est assez simple à faire. En pratique, on ne sait pas du tout si on va pouvoir le faire, et surtout si on va pouvoir le faire à très grande échelle. Bon, ça c'est simplement, là aussi je poursuis ma validation progressive. Donc vous avez vu, ma première projection c'était 2003, donc 12 ans d'écart. Ça c'est un travail qui a été fait par nos collègues de l'IPTS, Institut de prospective technologique de Séville, à Séville. C'est un centre de recherche commun de la Commission, en utilisant toujours le modèle Paul dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on en vient aux technologies. Qu'est-ce que ça nous apprend, ces grands exercices de prospective mondiale? Ça peut, par exemple, nous apprendre quel est le rôle des différentes solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comment on réduit les émissions dans l'agriculture, dans les déchets, dans les
Je dois dire que là, je ne sais plus ce que... c'est les gaz, oui, c'est les gaz, réduction des gaz à effet de serre non CO2 dans l'énergie et dans l'industrie, le rôle du nucléaire, le rôle des autres renouvelables, de la biomasse, de la substitution du charbon par le gaz, la réduction de la demande et enfin ici la capture et séquestration. Ça permet d'identifier ce qu'on peut appeler les decarbonization wedges. Ça, c'est d'après un article qui avait été fait en 2004, je crois, par Sokolow et Pakala à Princeton. Ils avaient analysé les grandes options qui pouvaient permettre de passer du scénario du laisser-faire vers des scénarios. Alors à l'époque, ils travaillaient plus sur la stabilisation des émissions. Depuis, on sait que la stabilisation, ça ne suffira pas, qu'il faudra réduire les émissions au moins d'un facteur 2 en 2050 par rapport à 2000. Mais ça permet là déjà d'avoir un coup d'œil. Alors je crois qu'une des grandes questions, et peut-être un des grands sujets qui pourrait nous opposer avec, ou du moins créer une controverse avec Thomas. Vous savez que Hegel disait que la science est là où deux professeurs entrent en controverse. Donc la controverse entre Thomas et moi, ce serait peut-être de dire, il a parlé des politiques de sélection des technologies, et les économistes ont en général plutôt tendance à dire non, soyons le plus généraux possible. On met des instruments de régulation, puis après, l'État se retire parce que l'État, il ne fait pas toujours les bons choix. Je m'inscris peut-être dans une autre perspective qui est plus, c'est quand même utile de savoir un peu où on va. Et je ne pense pas qu'on puisse faire confiance au simple jeu des prix et des marchés pour bien guider les voies de la transition. Je pense que c'est probablement un débat qu'on pourrait avoir qui ne serait pas inintéressant. Pour dire aussi que le fait d'être capable comme ça de décrire les technologies, ça permet aussi de regarder des phénomènes qui ont été mentionnés tout à l'heure par Thomas, le learning, les effets de learning. Les effets de learning, c'est en gros, c'est plus on fait et mieux on sait faire. Et donc, on peut construire, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans nos travaux de modélisation, ça c'est la courbe d'apprentissage du photovoltaïque, c'est-à-dire l'évolution des coûts en fonction des capacités installées. Et vous voyez qu'il y a bien eu, alors ce n'est pas une droite, c'est ça qui est intéressant de voir, ce n'est pas une droite, en principe en log-log ça pourrait faire une droite, ce serait bien, mais ce n'est pas une droite. On voit qu'il y a des coups d'accélération, puis des ralentissements, puis à nouveau des accélérations, et dans nos travaux de modélisation, on essaye de prendre en compte ces effets de learning. Et puis on se pose aussi la question de savoir, de même qu'aucun arbre ne monte jusqu'au ciel, aucune technologie ne va aller vraiment vers le coût zéro. Est-ce qu'il y a un plancher de la technologie ? Alors là, on va voir les ingénieurs ou les scientifiques et en leur demandant, est-ce que d'après vous, il y a... Alors on ne sait pas d'ailleurs bien quel est le plancher, c'est même pas le coût du verre, parce qu'on ne va plus mettre du verre pour les photovoltaïques. Donc c'est des questions intéressantes. En tout cas, on essaye de faire des choses un peu intelligentes sur le devenir des technologies, en particulier en essayant de tenir compte de ce phénomène selon lequel, si on aide une technologie à un moment, elle va se développer. Donc, on va savoir mieux faire, donc ça va faire baisser son coût, donc éventuellement elle va plus se développer. C'est exactement le résultat auquel sont parvenus les dispositifs de feed-in tariffs dont parlait Thomas tout à l'heure. Cet effet boule de neige un peu du progrès technique est quelque chose d'important à prendre en compte. Point sur ce premier sujet, et j'ai consommé la moitié de mon temps, il va falloir que j'accélère. Un point sur le processus. Alors, une autre manière de procéder, qui est de ne pas s'appuyer sur des modèles, mais de s'appuyer sur les futurs tels qu'ils sont envisagés par différentes parties prenantes dans la société. Et ça a été pour moi d'abord une occasion de changer un peu d'activité, parce que ça faisait une vingtaine d'années que je faisais des modèles, et c'est intéressant, mais à la fin, il faut changer un peu. Heureusement est venu le débat national sur la transition énergétique, donc en 2013, et dans ce débat national sur la transition énergétique, l'enjeu, c'était de convoquer ce qu'on appelle les parties prenantes, les stakeholders, comment on dit en français, il y a un autre terme encore que partie prenante, peu importe. Il y avait un collège, donc c'était 7 collèges de 16 membres, donc c'était un ensemble assez substantiel, un vrai parlement de la transition, avec des représentants des ONG environnementales, des associations de consommateurs, parce que si on augmente le prix de l'énergie,
faut que les associations de consommateurs puissent dire leur mot, les syndicats, les employeurs, les collectivités locales, le Parlement et l'administration. Et il y avait donc un comité de pilotage qui est à peu de choses près ici. Vous reconnaissez peut-être Delphine Batho, qui était alors la ministre de l'écologie. Et ici, je l'indique parce que c'est assez important pour l'histoire du processus, Laurence Tubiana, donc alors présidente de l'IDRI, elle présidait le comité de pilotage, et c'est elle qui va se retrouver aux manettes, pour une large part, derrière Laurent Fabius, mais quand même vraiment au cœur de la négociation à Paris COP21. Et donc, dans ce contexte, on a... voilà, je pense que je vais passer directement là-dessus. On n'a pas fabriqué des scénarios exprès pour le débat national. On a dit plutôt, regardons ce qui existe en France comme scénario et on va essayer de créer des grandes familles pour essayer de s'y retrouver. Parce qu'au début, on a travaillé avec 16 scénarios et c'était vraiment la jungle des scénarios parce que quand on regardait par exemple la consommation d'électricité, hein, on partait de 480-500 TWh aujourd'hui. Certains scénarios nous disaient on va descendre à 400 TWh en 2050 et d'autres on va doubler à 800 TWh en 2050. Alors allez vous y retrouver là-dedans. Il a fallu faire un effort de mise en ordre et finalement la manière la plus synthétique de présenter, on a pu regrouper dans 4 familles, 4 trajectoires de décarbonisation. Alors la décarbonation dans le cas de la France, ça c'est quelque chose qui au moins c'est un point focal qui existe depuis longtemps. C'était Dominique Dron, lorsqu'elle était présidente de la mission interministérielle à l'effet de serre. En 2003, c'était la première à dire, compte tenu de ce que nous disent les climatologues, compte tenu des objectifs qui, au niveau européen, étaient déjà des objectifs 2 degrés, eh bien, pour un pays comme la France, s'inscrire dans une logique 2 degrés, c'est grosso modo diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050. Et ça, ce qu'on a appelé le facteur 4, ça a été inscrit dans la loi en 2005, c'est vraiment un point focal des politiques françaises, en tout cas dans le discours. Après, dans la mise en œuvre, c'est encore un peu autre chose, mais en tout cas, c'était frappant de voir dans le débat national qu'aucune des parties prenantes ne remettait en cause cette idée du facteur 4. Certains disaient ça va être difficile, ça ne va pas être facile, d'autres disaient aucun problème, on y va très, très facilement, mais personne ne remettait en cause. Donc, tous ces 4 familles de scénarios respectent la contrainte du facteur 4 en 2050. Les scénarios sobriété, vous voyez peut-être à quoi ça correspond, c'est l'association Négawatt, hein, pour faire bref. L'association Négawatt, on réduit beaucoup la consommation d'énergie, 50%, on met beaucoup de renouvelables dans la production d'électricité, près de 90%, et ça nous permet de sortir du nucléaire. Voilà le scénario dit sobriété, c'est un scénario dans lequel vraiment on consomme très peu. On va prendre tout de suite l'autre extrême. Ce scénario décarbonisation, c'est un scénario qui d'ailleurs ne respecte pas l'objectif du président de la République de ramener la part du nucléaire à 50% en 2050, parce que c'est un scénario qui défend le modèle français actuel et qui dit mais pourquoi donc changer de modèle alors que la France est déjà le pays industrialisé avec les plus faibles émissions de gaz à effet de serre par tête d'habitant. Ce qui est vrai, hein, vous savez que en gros, les émissions énergétiques en Allemagne, c'est 9 tonnes de CO2 par habitant et par an. En France, c'est 6 tonnes de CO2 par habitant et par an. Donc, alors ça, c'est négawatts. Ici, on a une association qu'on connaît bien à Grenoble parce qu'il y a des représentants de Négatep. C'est l'association dite Négatep. Et donc, qui dit pourquoi changer de modèle alors qu'il marche très bien. Il suffit d'aller un peu plus loin encore dans ce modèle, de mettre beaucoup d'électricité dans le système énergétique et de garder le nucléaire à sa juste place, c'est-à-dire 75%. Vous voyez bien que ce ne sont pas du tout les mêmes visions du monde. Hein. Ce ne sont pas du tout les mêmes visions du monde. Ça, c'est le scénario efficacité. En gros, disons, c'est le scénario ADEME. Évidemment, hein, je simplifie, mais c'est le scénario ADEME. Et ça, c'est un scénario auquel j'avais contribué dans le cadre de ce qui s'appelle l'Alliance nationale de coordination de la recherche en énergie, hein, qui regroupe les grands établissements de recherche français sur les questions d'énergie. C'est malheureusement une agence sans moyens. C'est-à-dire que ce n'est pas là qu'on peut aller chercher de l'argent pour faire de la recherche sur le sujet, mais ça permet en tout cas une collaboration entre des chercheurs du CNRS, des universités, du CEA, de l'IFPEN. Au moins on collabore et c'est déjà pas mal. Donc ces deux scénarios, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils partent de l'hypothèse initiale selon laquelle
réduire en 2050 la consommation d'énergie de 50%, alors même que la population va augmenter d'environ 15-20% d'ici là, ça va quand même, je ne vais pas employer d'expression triviale, mais enfin, ça ne va pas être du gâteau, quoi. Ça ne va pas être facile, on va le voir. Donc, on avait des hypothèses plus modérées sur la réduction de la demande. Il y a quand même de la réduction de la demande. Il y a, dans le scénario Ancre, on garde le nucléaire à 50%, 50% en 2025, il maintient à 50%, et donc on a quelque chose comme 40% de renouvelables dans les... Voilà 4 futurs possibles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs manières d'atteindre le fameux facteur 4. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune solution qui soit vraiment facile à suivre. Et c'est ce qu'on va voir. La loi de transition énergétique, aujourd'hui, elle s'inscrit plutôt, elle se base plutôt sur le scénario efficacité de l'ADEME. Alors, je vais juste donner des flashs comme ça pour expliquer pourquoi ça ne va pas être facile. Le scénario efficacité, donc le scénario ADEME, en gros, il suppose qu'en 2050, on a rénové thermiquement, Thomas en parlait tout à l'heure, la totalité du parc de bâtiments existants. C'est-à-dire que sur tous les bâtiments qui existent aujourd'hui, on considère habituellement que sur le bâtiment neuf, il n'y a pas trop de problèmes. On fait du triple ou peut-être pas du quadruple vitrage en France, mais du triple vitrage, de la ventilation double flux bien contrôlée, etc. Tous les constructeurs disent qu'aujourd'hui, en gros, dans le neuf, il n'y a presque plus de problèmes. Le cœur du problème, en particulier pour les scénarios d'efficacité, c'est la rénovation du parc existant. Et dans la loi de transition, il est prévu qu'il va falloir renouveler 500 000 logements, rénovation profonde, chaque année à partir de 2017. Aujourd'hui, il y a 150 000 rénovations thermiques par an, et ce n'est pas du profond, c'est plutôt du 20-30%, alors qu'il faudrait faire du 60-70%. Donc c'est un défi majeur, Et pour illustrer l'économie, un petit peu d'économie quand même dans tout ça, pour illustrer l'économie, donc 500 000 rénovations profondes par an, 1 000 euros d'économie annuelle sur la facture d'énergie des ménages, c'est pas rien, hein, c'est pas négligeable, mais un coût minimum de 15 000 euros. Ça veut dire temps de retour de l'investissement, 15 ans. Pour un économiste en calcul d'économie publique, c'est tout à fait raisonnable. Le bâtiment va durer pendant 30 ans, et donc même avec un taux d'actualisation, disons, entre 4 et 8%, ça passe, quoi. C'est tout à fait raisonnable. On sait très bien que dans la réalité, les comportements individuels des ménages, mais d'ailleurs aussi des industries, c'est des temps de retour de l'investissement au mieux de 5 ans et dans la plupart des cas plutôt de 3 ans. Et là, on voit apparaître un problème majeur qui est souvent trop ignoré. Les économistes de l'énergie, on connaît quand même assez bien ça. On a l'expérience des chocs pétroliers il y a près de 50 ans. Hein. C'est ce qu'on appelle le gap d'efficacité énergétique, hein, Energy Efficiency Gap. Et ce gap d'efficacité énergétique, il s'explique par de multiples facteurs, mais il s'explique avant tout, et Thomas est un grand spécialiste du taux d'actualisation, par l'écart entre le taux d'actualisation qui devrait exister, la préférence pour le présent en quelque sorte, hein, qui devrait découler de la bonne application des règles de l'économie, et donc disons autour de 4%, et le taux d'actualisation pratique des décideurs, que ce soit les ménages ou les industries d'ailleurs, qui sont plutôt des taux d'actualisation de 20 à 30%. Donc quand vous dites ça à un théoricien de l'économie, il vous dit mais on vit dans un monde de fous, oui, mais malheureusement c'est le seul qu'on ait, et donc il faut faire avec. C'est un des défis majeurs. Je passe rapidement. Dans les transports, un peu le même style de problème. Hein. Le scénario efficacité, il suppose qu'en fait, en 2050, on a pratiquement 2/3 des véhicules, tout électriques ou hybrides ou éventuellement hydrogène. Là aussi, l'économie n'est pas évidente. Donc, il faut l'électrification de 2/3 des parcs. 500 000 ventes par an, 500 000 ventes par an, hein, c'est pas rien, on a un peu les mêmes ordres de grandeur. Et une économie à nouveau de 1 000 euros par an, pour un surcoût du véhicule de 8 000 euros. Alors, ça fait un temps de retour qui est déjà plus acceptable, sauf qu'un véhicule, ça dure, ça dépend des pratiques, mais ça dure 8 à 10 ans, donc ça reste un peu limite. Hein.
Alors après, peut-être que là, le progrès technique, il y a quelqu'un qui fait des choses très intéressantes à Supélec, qui calcule la valeur des services réseau, comment les véhicules électriques, quand ils sont branchés sur le réseau, peuvent permettre de stabiliser la tension. Hein. Et ils disent ça, ça dépend comment on paye ces services réseau, mais dans certains cas, ça pourrait aller jusqu'à 1 000 euros par an. Alors là, on se dit jackpot. 1 000 euros plus 1 000 euros. 1 000 euros, c'est l'économie sur votre facture d'essence hein, quand vous utilisez l'électricité du réseau. Ça, c'est quand vous chargez chez vous, hein, au prix de l'électricité auquel elle vous est facturée. Donc 1 000 euros d'économie d'essence plus 1 000 euros de service réseau, 2 000, là, ça commence à devenir intéressant. De même, si le progrès technique, et ça, c'est quand même pas déraisonnable, permettait par exemple de passer le surcoût des véhicules électriques de 8 000 à 4 000, là, on voit que l'équation économique, elle peut tout de même, elle n'est pas complètement hors de portée. Voilà, très rapidement, bon, autre défi, hein, voilà, défi numéro 3. Si dans le scénario efficacité, le nucléaire passe à 1/4 de la production électrique, comment assurer la stabilité des réseaux au-delà de 40% d'électricité renouvelable variable? Donc hier, on nous a dit qu'on pouvait arriver à 55% de renouvelable variable. Il est vrai que la barre monte progressivement. Hein. Il y a quelques années, on disait pas plus de 20% de renouvelables variables parce que sinon, on va avoir des blackouts systématiques. Puis c'est passé à 30. Aujourd'hui, pour moi, la barre, elle est plutôt à 40. Hier, on nous a dit 55%. C'était pour la Réunion, je crois, hein, c'est ça. Voilà, bon, mais c'est quand même un problème, hein, cette question des réseaux, je n'ai pas le temps de développer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le cas de la France, on a un peu l'impression que, enfin en tout cas c'est un peu ma conviction, l'avenir énergétique français il va probablement se jouer entre ces deux scénarios. Hein. Et dans ce que j'appellerais un processus de gestion dynamique, ça je crois que c'est très important. J'utilise souvent la métaphore du voyage transocéanique à la voile. Hein. Vous connaissez votre point de départ, vous connaissez votre port d'arrivée, vous connaissez le réglage du bateau au départ également. Vous partez, et puis après, vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme tempête, comme courant contraire, comme voile qui se déchire, le safran qui se bloque, et donc vous allez ajuster votre parcours au fur et à mesure de la traversée. Je pense que la transition énergétique, c'est aussi une traversée de ce type-là. D'où l'importance de ce qui est en train de se mettre en œuvre, notamment dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, où on va devoir observer et accompagner en quelque sorte la transition énergétique en France. Alors ça veut dire qu'on continue à faire pas mal de nucléaire. Et là, on tombe sur encore un autre défi. Il n'y a pas de no silver bullet, disent les Américains. Hein. L'autre défi 4, là, c'est si la part du nucléaire est maintenue à 50% jusqu'en 2050, comment on gère d'abord la question, est-ce qu'on prolonge la durée de vie des centrales ? C'est ce qu'aimerait bien EDF comme producteur d'électricité. Ou est-ce qu'on construit de nouvelles tranches rapidement ? C'est ce qu'aimerait bien EDF comme maintenant constructeur de centrales électriques, parce qu'il y a toute la question du savoir-faire technologique sur le nucléaire qui est en cause. Et puis, ça c'est défi 4 bis, quel design et quel coût pour la troisième génération? On ne peut pas dire que pour l'instant, l'industrie nucléaire ait fait preuve de sa capacité à développer un EPR dans des conditions respectant des critères de sécurité post-Fukushima, dans des conditions rapides et, je dirais, avec des coûts maîtrisés. Hein. Donc, c'est encore un défi. Donc, on a des défis partout. Hein. Il faut s'y faire. Alors, je vais pouvoir peut-être passer un peu rapidement sur Deep Decarbonization, même si c'est au niveau recherche actuellement un de mes sujets de prédilection. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je suis un peu partie du fan club de Laurence Tubiana, mais c'est simplement parce de fait, elle joue un rôle important dans tout ce dispositif. Donc, elle a lancé avec Jeffrey Sachs Deep Decarbonization. Et l'idée, c'était de dire, ben voilà, ce qu'on a fait en France avec le débat national, il faut que tous les grands pays, tous les grands émetteurs, il faut qu'ils fassent le même effort. On prépare COP21, il va y avoir les contributions nationales. Si les pays ne font pas l'effort de préparer leur futur énergétique, ça peut pas marcher, quoi. Alors donc, il y a plus de 30 instituts de recherche de 16 pays, 16 grands pays. Et donc l'objectif, on n'utilise pas un modèle mondial pour les différents pays du monde. On prend des équipes de recherche des différents pays du monde, bonne qualité académique,
ayant l'oreille de leur gouvernement, parce que quand même, tant qu'à faire, s'ils peuvent dialoguer avec leur gouvernement, c'est beaucoup mieux. Et donc, il y a 16 pays, une trentaine, donc ça fait à peu près 2 à 3 équipes par pays. Et c'est plus que ça aujourd'hui, c'est plus des 3/4 des émissions de CO2 énergétiques. Et donc, pour préparer des trajectoires. Alors, ma description du projet des DPP, c'est celle-là. Hein. C'est un graphique. Je ne sais pas si vous connaissez Gapminder, c'est un super logiciel d'observation du monde. Ça permet de prendre différentes variables et de les mettre alors soit en cross-section, là, comme disent les économistes, soit en time series. On peut même faire une animation des time series, mais là, c'est en cross-section. C'est situation 2010, les émissions par tête des 16 pays des DPP en fonction du revenu par tête des 16 pays. Et vous voyez qu'on a d'un côté ici des pays industrialisés, de l'autre, à gauche, des pays émergents. Et puis, on a ici des pays industrialisés à forte intensité carbone, États-Unis, Australie, Canada, des pays industrialisés moyenne intensité carbone, hein, Corée du Sud, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France. Hein, vous voyez l'écart entre l'Allemagne ici et la France, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, à gauche, vous avez des pays émergents à forte intensité carbone. Alors, vous voyez bien, États-Unis, Australie, Canada, Russie, Afrique du Sud, Chine, tous pays charbonniers, tous grands charbonniers. Le charbon est une addiction, je dirais, qui conduit à des émissions incontrôlées, enfin, pas incontrôlées, mais très, très fortes de CO2. Et puis ici, les pays émergents à bas contenu carbone, l'Inde. Vous voyez que l'Inde, c'est 2 tonnes de CO2 pour le CO2 énergétique, 2 tonnes de CO2 par habitant et par an, contre 18 aux États-Unis. On comprend après que Narendra Modi, à Paris, au début, ait commencé à dire bon, doucement, on veut bien faire des choses, mais quand même, bon, ne nous mettez pas trop la pression. Just climate action, hein, disait, c'était dans le bandeau qui surmontait le stand de l'Inde à Paris, à COP21, c'était Just climate action, une action climat juste. Bien, on pourrait en parler très longuement. Quand on regarde la situation, donc on a 4 catégories de pays. Je pense que après je vais sauter la fin de ce volet-là pour passer sur le volet local. Quand on regarde les enjeux de la décarbonation profonde en 2050, ben c'est quoi? C'est qu'en gros, il faudrait qu'en 2050, tout le monde se retrouve dans cette toute petite fenêtre autour de 2 tonnes de CO2 par habitant et par an, et encore, avec, il y aura certainement une convergence économique. Hein, on dit de plus en plus que les pays industrialisés vont croître de moins en moins rapidement. Hein, on disait le taux de croissance minimum, c'est 2% par an. En fait, là, on se dit, ça va peut-être... Olivier Blanchard lui-même, hein, ancien économiste en chef du FMI, dit la croissance potentielle maintenant, c'est probablement plutôt 1,5, voire 1% par an. Donc il va y avoir une croissance ralentie des pays industrialisés et par contre une croissance encore soutenue, même si la Chine est en train de ralentir actuellement, mais l'Inde, on peut s'attendre à une forte croissance. Donc en gros, voilà, le but du jeu, c'est de se retrouver en 2050, de se retrouver à peu près ici, quoi. Vous voyez l'extraordinaire dispersion à la fois en termes d'émissions de CO2 énergétique et en termes de PIB par habitant et le fait qu'il faudrait rentrer dans cette toute petite fenêtre. Alors, à quoi va-t-on arriver? C'est la grande question, mais en tout cas, la cible, je dirais, est assez bien identifiée. Et je vais terminer là-dessus, parce qu'on retrouve exactement ce que disait Pantelis Kapros à propos de l'Europe. Hein. Ça, c'est Jim Williams, c'est le Californien qui représente, c'est pour ça que je connais la duck curve, c'est lui qui m'avait initié à la duck curve en Californie. Il avait fait en 2012 un très bon article dans Science sur les scénarios de décarbonation en Californie. Il est conseiller de Jerry ou Jim, je sais, Jerry Brown, Jim ou Jerry Brown? Bon. OK. Le gouverneur de Californie. Donc, premièrement, l'efficacité énergétique. Deuxièmement, la décarbonation de l'électricité. Troisièmement, l'électrification des usages. Ou plus généralement, peut-être on pourrait reformuler ça en disant que ici, l'électricité, ça va jouer un rôle éminent dans la transition énergétique, mais il n'y a pas que l'électricité dans la vie. Il y a par exemple aussi du gaz.
pas naturel, mais quand même naturel, plutôt du gaz vert, je dirais, qui peut être du gaz issu de la biomasse, du compostage des déchets, etc. Donc il peut y avoir du gaz à faibles émissions. Donc il y a certainement un gros travail à faire pour identifier les vecteurs énergétiques et les possibilités de leur décarbonation. Et donc ici, au lieu d'avoir simplement électrification, il faudrait développement des vecteurs énergétiques bas carbone. C'est ça la clé des choses. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à une étude qu'on a faite dans le cadre de l'encre, qui s'appelle Decarbonization Wedges, dans lequel on a essayé d'analyser cette logique des wedges que j'ai déjà un peu présenté tout à l'heure. On a essayé d'identifier quelle technologie permettait de faire quoi en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un enseignement, 50%, ça vient du côté de la demande, des réductions. C'est quand même important. Ne pas oublier la demande, c'est une dimension essentielle de la transition. Je vais terminer, donc on pourrait détailler les résultats, mais là, je n'ai pas le temps. Voilà, je termine avec ce dernier volet qui ne doit pas être oublié. Et comme je le disais, les outils analytiques sont peut-être moins bien développés que sur les deux autres colonnes, mais je crois qu'il ne faut pas oublier ça, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que en France, déjà dans la transition énergétique, le rôle des territoires est mentionné comme très important. Il y a donc ces plans climat, air, énergie territoriaux qui sont mis en œuvre. Et effectivement, nous, on avait eu un premier projet de recherche qui s'appelait ETHIC, approche économique territoriale intégrée pour le climat, et dans lequel c'était un projet ANR. Je dois dire que les résultats n'ont pas été tout à fait à la hauteur de nos espérances. Ça arrive dans la recherche, on ne réussit pas toujours. Ça s'est avéré plus compliqué qu'on ne pensait, en grande partie parce qu'on partait avec une vision un peu, je dirais, microéconomique du problème, en identifiant différentes séries d'options dans le bâtiment, dans les transports, dans la production d'énergie. Donc on avait dit on va recueillir l'ensemble des options, et puis on va essayer de calculer les coûts. Et puis on va faire ce qu'avaient fait peu de temps avant Siemens et McKinsey à propos de Londres. On va faire une courbe de coût marginal de réduction, où on va ranger les différentes options par ordre de coût croissant, puis comme ça on va voir quelles sont les bonnes mesures à mettre en œuvre. C'était ça l'idée au départ. Les études McKinsey, elles ont pour caractéristique aussi de montrer qu'il y a beaucoup d'options qui sont à coût négatif. Alors c'est très bon pour la communication, ça leur a permis, je pense, de vendre pas mal d'études de courbes de coûts marginaux de réduction. Ce n'est pas complètement idiot, sauf que ça renvoie exactement à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on ne fait pas ici, aujourd'hui, alors qu'on pourrait gagner de l'argent, c'est exactement pour une large part, ce qui découle de cet écart entre les taux d'actualisation, la préférence pour le présent en économie publique, ou je dirais là en économie d'ingénieur, si on peut dire, et la pratique réelle des acteurs. Et il y a une dernière difficulté dans tout ça, c'est que ça, c'est une vision incrémentale finalement de la politique, alors qu'on sait que les villes, c'est des systèmes. Et Ah, il m'en manque un. Ouais, j'ai un transparent qui a disparu, tiens, c'est bizarre. Bon, je m'excuse. J'ai un transparent qui est tiré des travaux de Pierre-Noël Giraud sur la ville, où il montre, il oppose Atlanta, qui est en gros, qui doit être 20 fois plus étendu, même Atlanta et Barcelone. Atlanta, 7 millions d'habitants, l'agglomération, Barcelone, 7 millions d'habitants. Atlanta, je crois, est 20 fois plus étendu que Barcelone, et les émissions de CO2 par tête d'habitants pour les transports sont 10 fois plus élevées à Atlanta qu'à Barcelone. CQFD, la structure de la ville a un rôle très important dans les consommations d'énergie, en particulier pour le transport, et donc pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc cet aspect systémique, et on parle des modèles, l'outil, les modèles Land Use and Transport Interaction, voilà, l'interaction entre l'usage des sols et les systèmes de transport. Alors, il y a plusieurs modèles qui font ça. On a essayé d'appliquer ces modèles. Alors, sur l'agglomération de Grenoble, ceux qui connaissent un peu Grenoble reconnaissent le fameux Y, avec la vallée de l'Isère ici et le Drac qui remonte. Et on avait regardé, par exemple, 3 scénarios. Un scénario de ville compacte, monocentrique,
un scénario compact mais polycentrique. Alors les élus de l'agglomération, en général, c'est cette solution qu'ils préfèrent de toute façon, parce que comme c'est polycentrique, ça fait partie des government failures. Hein. Enfin, ce n'est pas forcément d'ailleurs une failure, hein, mais en tout cas, il y a un biais, il y a une préférence des politiques sur le polycentrique, parce que chacun a quand même un petit peu de pouvoir comme ça. Et puis les scénarios plutôt de la ville étalée, hein, dans lequel on aurait un développement. On a été un peu déçus des résultats. Pourquoi ? Parce que la ville ça prend du temps à se transformer. Et finalement, à l'horizon de 2030, qui était l'horizon auquel on travaillait, il n'y avait pas vraiment de contraste très significatif dans les différents scénarios. Bon, ça fait partie. Ça veut dire raison de plus pour commencer tout de suite, hein, certes, mais bon, en tout cas, au niveau des scénarios, ce n'était pas très net. Et je vais terminer avant de conclure sur une série de photos aussi. Bon, les enjeux de la transition énergétique au niveau des villes, c'est très important. Alors, je sais, ça, c'est une image qui apparaissait sur les sites du Cato Institute, hein, qui est un think tank américain plutôt républicain, et qui avait fait une étude qui s'inscrivait contre la politique de l'administration Obama en matière de ville compacte, hein, et en disant ben voilà ce qui nous menace si vous laissez faire l'administration Obama. Voilà, c'est les canyons urbains, hein, c'est le cauchemar. Donc la ville compacte, c'est pas bon. Il vaut mieux avoir une méga mansion, hein, une super maison très loin du centre-ville, avec une grande surface, 3-4x4 pour y arriver. C'est bien mieux que le Cato Institute. Alors à Grenoble, on a non pas un Masdar, mais ça c'est une photo qui a été prise à côté de chez moi. C'est la caserne de Beaune, qui a été un des premiers écoquartiers. Il a eu pour mérite de faire avancer la norme du 50 kWh par mètre carré et par an. Alors c'était une première. Bon, d'abord, on voit que c'est quand même plus agréable que le canyon urbain. Donc on peut avoir une ville compacte et agréable. Hein, on peut avoir une ville compacte et agréable. Et donc ça avait eu le Grand Prix des écoquartiers en 2009. Les performances, c'est entre plus 5 et plus 70% par rapport à la norme. Bon, c'est pas mal, enfin c'est pas mal, c'est pas totalement, mais en tout cas ça a été une première étape pour les normes thermiques. Et aujourd'hui, tous les nouveaux bâtiments doivent respecter la norme du 50 kWh par mètre carré et par an. Et puis en plus, Toyota a eu la bonne idée d'implanter une expérience de petits véhicules dits les iRoads. Je ne suis pas sûr que ça marche si bien que ça. J'ai rencontré récemment le Français qui travaille au Japon chez Toyota sur ce programme-là, et ça pose un certain nombre de problèmes. Enfin, ça ne décolle pas aussi rapidement qu'on ne pourrait le souhaiter. Et puis, il y a eu à Lyon, en fin 2015, l'inauguration de l'îlot à énergie positive, Ikari, avec une consommation, alors ça c'est uniquement chaleur, hein, 50 kWh. Là c'est total, chaleur plus électricité, avec un objectif de 80% produit en local, bon, plus aussi une expérience de mobilité électrique solaire sur ce quartier de Lyon. Voilà des préfigurations, je dirais, de ce que pourrait être, en quelque sorte, c'est un peu du Masdar pratique ou praticable, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une montée en progrès technologique en quelque sorte, qui pourrait un jour aboutir à ce qu'on pourrait appeler de nos voeux, c'est-à-dire de fait des vrais réseaux énergétiques locaux. Je n'ai pas le temps de trop commenter cette vue. Ça, c'est une plateforme technologique. Je dois dire qu'elle reste très abstraite pour l'instant encore, cette vue, et c'est pas mal parce qu'on ne sait pas encore très bien à quoi ça va ressembler, les smart grids, hein. C'est une vraie question. On a un très bon spécialiste à Grenoble et je l'interroge souvent en lui disant oui, mais quel modèle économique, quel modèle technologique? Alors il me dit le modèle technologique, on commence à bien voir, mais le modèle économique, ce n'est pas encore évident. Et quant au modèle technologique, il n'est pas certain que ce soit vraiment cette vision de système autocentré en quelque sorte. Ça ne veut pas dire autarcique, hein, mais plutôt quand même des systèmes locaux. Et lui me dit, c'est pas sûr que ça se passe comme ça, je n'ai pas le temps de commenter. Et je conclus sur ce transparent qui essaye d'illustrer la problématique suivante. On dit, c'est tout à fait bateau de dire que le développement durable, c'est penser globalement pour agir localement.
je défends l'idée selon laquelle, de plus en plus, et on va s'en apercevoir, le développement durable et la transition énergétique, c'est aussi penser localement pour agir globalement et surtout être capable de travailler sur ces 4 niveaux d'action et ces 4 niveaux de gouvernance, je dirais. Le niveau global et international, le GIEC, l'accord de Paris, des projets comme Deep Decarbonization, l'Europe, avec les paquets énergie-climat de la Commission, les roadmaps, les European Energy Roadmaps de la Commission, la France, avec le choix des futurs dans des processus un peu délibératifs comme le débat national, la démocratie représentative, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et enfin, au dernier niveau, développement urbain bas carbone, démocratie locale participative. Je crois que la réussite du parcours, de cette traversée de la transition, je pense qu'elle découlera beaucoup de notre capacité à bien articuler ces différents niveaux. En France aujourd'hui, je pense qu'un des points critiques, c'est comment mettre en cohérence les projets locaux avec le scénario de la loi de transition. Ce n'est pas tout à fait évident, ce n'est pas gagné non plus, mais en tout cas, c'est un des défis auxquels, je crois, il est intéressant de s'atteler. Je vous remercie de votre attention.